Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on se retrouve cette fois-ci là, pour parler de la Mega Drive avec la suite autour justement de cette console et les jeux que j'ai pu avoir en 93, 94. Et vous allez voir que mon choix de jeu à l'époque, c'est pas forcément, on va dire, au début, des titres phares de la console. C'est-à-dire qu'on a un peu de tout, on a du sport. On a également des jeux de course de voiture, on a également des jeux de plateforme. Alors il faut savoir que de mon côté, 93, c'est l'année où je vais passer à la Super Nintendo et je vais en effet acheter beaucoup moins de jeux, voire d'occasion même, ne plus acheter ce qui va arriver sur la console. Même dans les vitrines sur Paris avec les échanges à 50 francs, ça va beaucoup se calmer. Il y a même à un moment donné, je crois qu'on est au mois d'août 92. Je me vois encore avec tous les jeux Mega Drive que j'ai essayer de les échanger contre une Super Nintendo dans une boutique où les jeux sont rachetés une bouchée de pain. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en fait, je vais décider de garder en effet la Mega Drive parce que même des très bons titres sont rachetés 50 francs, 100 francs. Et à la fin, même avec 10 jeux plus la Mega Drive, en 93, il faut rajouter de l'argent pour se choper en fait une Super Nintendo. Donc la Super NES, à la sortie, en fait, en avril 92, elle est intouchable parce qu'elle est chère en occasion. Et puis, surtout, on n'est pas, en fait, dans une période où il y a beaucoup de consoles disponibles sur le marché d'occasion et des jeux également sur Super NES, des jeux d'occasion. Donc, je me freine un peu, même si j'ai tenté un peu, à un moment donné, dans mes souvenirs, d'échanger la Mega Drive contre une Super NES. Après, j'ai vu que ça n'était absolument pas rentable de faire ça. Donc je me suis vite ravisé, sous les conseils de la famille et aussi à un moment donné, parce que quand on joue à plusieurs sur une console, il n'y a pas forcément de grandes marges de manœuvre pour se payer une Super Nintendo. Et on avait acheté en novembre 92, on avait acheté donc pour Noël, on avait acheté Sonic 2. Le Sonic 2 qui a été un gros titre pour la console et puis pour les personnes qui ont pu l'avoir à cette époque-là. Faut savoir qu'il est sorti en 92 avec le Sonic Tuesday, c'est-à-dire que on a eu cette sortie mondiale pour le jeu. J'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu, mais on va commencer par deux jeux qui sont pas forcément des titres extrêmement... Il y en a un quand même, il a marqué l'histoire, c'est simplement FIFA Soccer sur la Mega Drive avec David Platt sur la jaquette contre, je ne sais pas, un Géorgien ou je ne sais quoi. Mais, et puis il y avait cet autre titre là, European Club Soccer, qui a été un jeu tout simplement exceptionnel pour la console de Sega. C'est une exclusivité pour la console Sega Mega Drive, et on a ce jeu là qui arrive donc à un moment où les clubs européens en Coupe des Champions font un bon parcours en France avec l'Olympique de Marseille. Il y avait Montpellier à l'époque qui était très bon,
Et puis il y avait également le FC Nantes et puis Bordeaux. Donc même si Bordeaux sur la fin, voilà, il se prenait un peu d'étole même contre Vidéoton. Enfin j'exagère, mais Bordeaux il passait plus les tours de Coupe d'Europe comme avant. Et puis ce jeu-là sur micro-ordinateur, c'est simplement Manchester United. Pour ceux qui l'ont connu. Alors je vais vous mettre un petit extrait voilà, du jeu. On va le mettre en haut. Avec la petite musique et puis l'ambiance. Alors European Club Soccer, pour ceux qui connaissent le titre, il existe également en version US. Je suis tellement fan en fait de ces jeux de foot sur console que j'ai carrément la version japonaise. Voilà, j'ai la version japonaise du titre. Voilà. J-League Champion Soccer. Alors pour ceux qui veulent la trilogie des trois, il y a également la version Genesis qui est avec les équipes nationales. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait les clubs de foot européens sur la version européenne française. Aux États-Unis, c'est basé un peu sur la Coupe du Monde, sur la Genesis. Voilà. World Trophy de Soccer. C'est toujours Virgin qui programme, c'est toujours le même jeu. Voilà, on voit ici l'arrière, c'est les mêmes menus. Simplement, ils ont changé, ils ont reskiné le titre. Et puis, ils nous ont fait un jeu qui est plus ou moins fidèle à ce qu'on peut voir dans les matchs de foot à la télévision. Après, sincèrement, la version J-League, elle a très très peu de charme. Très peu. En plus, je me rends compte que j'ai même pas la notice, c'est dommage. Ça, c'est le genre de truc, en fait, à l'époque, si j'avais pu réfléchir, j'aurais pris avec la notice en payant 10 balles de plus. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe pour le choper. Mais on a, voilà, je vous le mets en grand. Hop, petit effet spécial. C'est un titre, en fait, qui permet, quelque part, de reproduire un match de foot, comment dire, plus ou moins avec de la réussite sur une console de jeu. Et pour ma part, moi j'ai joué pendant des heures et des heures à ce titre-là. J'ai adoré, c'est-à-dire que même ça m'est arrivé, moi qui étais en club de foot à l'âge de 13 ans déjà, parce que c'est à peu près à partir de cet âge-là que j'achète ce jeu-là, je crois. Dans mes souvenirs, enfin peut-être 14 ans, je sais plus. Et c'est un jeu en effet où parfois ça m'est arrivé de ne pas vouloir aller à l'entraînement de foot ou d'arriver en retard pour jouer à ce titre-là. Ça a été le cas également pour FIFA Soccer, que tout le monde connaît d'Electronic Arts. C'est un jeu qui sort en cours d'année, le FIFA Soccer. Alors, FIFA Soccer, c'est un titre qu'on a tous adoré. C'est un jeu, en effet, qui a permis à pas mal de jeunes de jouer ensemble à la maison, chez des copains, entre voisins, faire des tournois. Et c'est un jeu qui a permis également d'avoir une vue 3D isométrique comme à la télé. Où en effet on n'est peut-être pas habitué à avoir un jeu d'une qualité semblable sur ordinateur d'époque. Alors ce jeu est également sorti sur Amiga, sur PC, il est arrivé sur plein de systèmes, même sur Super Nintendo. Moi de mon côté j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir en avance sans argent. C'est-à-dire que j'ai un peu fait le forcing, j'avoue. C'est-à-dire que FIFA Soccer, quand tu entends que dans le jeu il y a, les champs de supporters, les équipes nationales, les règles qui sont respectées à pratiquement à 100% dans le jeu avec les hors-jeux, ça c'est un truc, je sais même pas si, je crois que Sensible Soccer le fait, le hors-jeu. Alors il y a Sensible Soccer, mais je l'achèterai pas sur Mega Drive parce que je l'avais sur Atari ST Amiga déjà. Mais pour ce qui est voilà, de ce titre-là,
la révolution à l'époque, c'est que tu as une vue d'ensemble du terrain et tu as l'impression de regarder un match qui est télévisé, scénarisé, avec le petit écran géant du stade où justement tu vois, euh, tu vois le public digitalisé sur écran LCD, l'annonce du but, le marqueur. Bah, il n'y a pas les licences des joueurs par contre. On peut jouer à 4. Alors pour ma part, j'ai jamais joué à 4 à ce jeu-là. FIFA 95, où il rajoute les clubs de foot, je me souviens par contre qu'on a fait des tournois entre potes et on a fait des 2 contre 2. Cela dit, j'ai pas forcément des très grands souvenirs des parties à 2 contre 2. C'était plus les parties 1 contre 1 qui étaient assez intéressantes. Vous pouvez voir que sur le terrain il y a un arbitre, ça c'est un truc, voilà, tu le voyais pas dans les autres jeux hein, la plupart du temps. Mais FIFA, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, c'est-à-dire que j'ai demandé de l'argent en avance, voilà, pour pouvoir me le prendre et l'avoir à plus ou moins à la sortie. Je sais plus comment je sais que le jeu existe. J'ai pas ce souvenir en fait d'avoir été marqué par un ami, le voir chez un copain ou quoi. Je crois que la première fois que je le vois, c'est dans une émission télé, genre Micro Kids ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas un ami ou des connaissances qui l'ont. On m'en parle pas. Je crois que dans mes potes, je suis le premier à l'avoir. Parce que on sort tous de l'Atari ST, c'est ça qu'il faut voir. On sort tous de l'Amiga, du CPC, du Commodore 64. C'est un jeu qui est très très frais au niveau réalisation. On n'a jamais vu ça avant. C'est-à-dire que on connaît tous les jeux dans les salles d'arcade, voilà, avec Tecmo, Taito, et puis SNK qui fait du Super Sidekicks, tout ça, mais on n'a pas un jeu de qualité sur la Mega Drive avec des sprites qui donnent envie en fait. Et moi je m'intéresse à ce qui sort. Et en effet, voilà, Mega Drive et puis le FIFA Soccer, c'est un ovni à l'époque. Et ça permet aux fans de foot, avec également les fans de sport en général, d'avoir avec Electronic Arts des grands jeux sur la console. Ce qui n'est pas forcément le cas sur Super NES, où les animations parfois sont plus hachées dans les NHL, dans les Maiden. Mais graphiquement, parfois, il y a un peu plus de tons pastel, de dégradé sur la Super NES. Mais tout le monde a préféré jouer au NHL sur la Mega Drive que sur la Super NES. Hein, pour toutes ces raisons, au niveau de l'animation et de la fluidité des sprites animés à l'écran. Voilà. Alors, on est obligé de parler de ce titre-là. On est obligé parce que Sonic 2, c'est un jeu, quand il sort, premièrement, il réunit la famille. Et ça c'est pas chose aisée. C'est-à-dire que ben, vous avez pas mal de vous avez pas mal de joueurs qui jouent en solo, qui sont très égoïstes dans la façon de voir les choses, qui partagent pas avec les frères et sœurs. Là, Sonic 2 sur Mega Drive, ça va rassembler les petits, les grands, les adultes qui sont impressionnés déjà par Sonic 1 et qui ont envie de voir la suite de ce que la Mega Drive peut faire. Et bah, vous avez avec cette suite qui arrive sur la console, voilà, je vous mets rapidement l'emballage qu'on a pu avoir, nous de notre côté. C'est un jeu, une version d'époque voilà, qui est sortie. Y a, ni plus ni moins en fait le même genre d'emballage. C'est que pour Sonic et Knuckles où ils vont un peu changer la façon de voir les choses hein, sur la Mega Drive avec un emballage légèrement différent. Mais là vous voyez que graphiquement on a passé à un petit stade avec des rotations et des animations en 3D. Voilà, un simulacre de mode 7 un peu pour concurrencer ce qui se fait sur Super Nintendo, faut pas se mentir. Sega a voulu montrer que la Mega Drive pouvait gérer ses effets 3D dans le titre. Au niveau musical, c'est simplement exceptionnel ce que nous a fait Sega, avec des musiques, des rythmes vraiment endiablés. Hein, alors,
pour la petite anecdote, ce titre-là, quand il sort, bah, il n'y a pas. En effet, il y a un coût marketing dans les magazines, mais il faut savoir que les magazines sortent parfois un mois après la sortie du jeu. C'est-à-dire que Sonic 2, nous, on est en vacances au mois de décembre. C'est-à-dire nous, on a manqué déjà la sortie mondiale. Voilà, le jeu est disponible, etc. Le Day One, quand t'es en vacances en province, en Bretagne, ou même que t'es sur Paris dans les supermarchés, le Day One, c'est à la semaine, c'est au mois, ça dépend en fait de ton revendeur. Je pense que les boutiques indé et les Micromania, elles avaient le jeu Day One, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ce qui est du grand public, parce que on est donc en 92, moi je viens d'avoir 15 ans, voilà. Alors, je viens d'avoir 15 ans quand j'avais dit 13 ans tout à l'heure pour FIFA. Non, en fait, j'avais 15 ans déjà. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est que Sonic 2, ben, tu as les sœurs, tu as les petits frères qui poussent pour vouloir jouer avec ce jeu-là. Et c'est un jeu qu'on a acheté à 2 ou 3 en fait pour la famille. C'est-à-dire que ma sœur avait une Master System. Et moi de mon côté j'avais donc la Mega Drive. On était en vacances en Bretagne hein, chez les grands-parents. Et avec l'argent de Noël, on est parti acheter donc ce Sonic 2 dans un magasin de jouets du côté du côté de Saint-Brieuc, je crois. On n'était pas forcément à côté, on était plus à côté de Guingamp pour ceux qui connaissent. Il y a à Guingamp, mis à part Mammouth, qui vend que des jouets et pas de jeux vidéo, ben il y a rien. C'est Saint-Brieuc, Rennes à l'époque. Je crois que la Fnac de Rennes, elle ouvre à peu près dans ces eaux-là. Mais on était dans un magasin de jouets qui avait donc plein de jeux Mega Drive. Il y avait Splatterhouse 2, il y avait LHX Attack Chopper. Je me souviens des jeux qu'il y avait en fait en vitrine. Et j'ai hésité un peu parce que c'est vrai que c'était moi qui mettais le plus d'argent dans le jeu. Je crois que j'avais mis peut-être, allez, je sais pas, 300 francs ou 350 francs. Et peut-être que ma soeur a rajouté 100 francs. Bon, voilà. Mais on a acheté un jeu pour jouer à plusieurs. Et, et, et comment dire, on l'a acheté pendant les vacances, on s'est fait plaisir. J'ai pas été égoïste sur ce coup-là en disant tiens, je vais prendre un jeu de combat. Même je vais pas prendre Shinobi par exemple ou un truc comme ça. Shinobi, je mets beaucoup de temps avant de l'avoir hein, d'occasion. J'ai pas pris Rambo 3 ou des trucs comme ça, non, j'ai pris un jeu à plusieurs et on a kiffé. C'est un jeu pendant 6 mois, on n'a pas arrêté d'y jouer. 6 mois, on n'a pas arrêté. C'était vraiment un grand plaisir. C'est un jeu qui a réuni la famille dans ses meilleurs moments pour les consoles de jeu. Et, et franchement, c'est un très grand souvenir pour également les fêtes de Noël parce que en général, voilà, tu dépenses ton argent dans des jouets, des figurines, les filles, les poupées, les Barbie. Et là, en fait, on a acheté un jeu à plusieurs et c'était vraiment. Franchement, Sega, merci pour ce que vous avez fait avec Sonic 2. C'était un très bon titre et on a tous kiffé. Voilà. Alors, World of Illusion, c'est également un jeu que j'achète avant ces fameuses vacances de Noël où on prend Sonic 2. Voilà. C'est-à-dire que World of Illusion, je vous mets rapidement voilà, la boîte de côté, vous le connaissez, hein, World of Illusion. C'est un jeu quand même qui met en scène deux stars de Disney avec Mickey et Donald. Il n'y a pas Minnie hein, dans le jeu, c'est-à-dire que tu peux te dire, tiens, un public féminin, ça aurait pu être sympa avec Minnie, les attirer. Alors c'est un jeu qu'on achète donc, comme je vous l'ai dit, enfin que j'achète là avec mon argent, c'est-à-dire qu'à Noël j'ai pu m'acheter deux jeux. C'est pour ça que le Sonic 2 on l'a acheté à plusieurs, j'avais déjà moins d'argent. Mais j'achète donc ce World of Illusion et j'ai toujours pas acheté Castle of Illusion. Hein. Bizarrement, Castle of Illusion, il m'a pas. Je vous dis, on l'avait sur Master System, donc ça m'a pas forcément intéressé de le prendre avec mon argent
la Mega Drive de mon côté, je le prendrai plus tard d'occasion. Mais donc World of Illusion, il vous permet quand même de jouer à deux. Il y a des musiques exceptionnelles. Je trouve que la difficulté est extrêmement bien calibrée. On peut faire l'aventure à deux ou alors avec un des deux personnages et à chaque fois vous jouez des parties de stage que vous n'avez pas fait avec l'autre perso. Et ça c'est vraiment très très sympa. Ils ont pensé à tout, encore une fois Disney. Après Quackshot, après Castle of Illusion, World of Illusion, c'est un très gros titre qui fait vendre la console, faut dire la vérité. Et moi, ce jeu-là, en fait, ce World of Illusion, je le récupère du côté de Score Games, plus vers Guerre Saint-Lazare, je crois. Un truc comme ça, si c'est bien là-bas. Austerlitz, Saint-Lazare, voilà. Parce que le jeu, on le trouve pas. C'est-à-dire que il est censé sortir avant les fêtes de Noël dans les supermarchés sur la région parisienne. On ne le trouve pas. Vous allez chez Carrefour, Continent, il n'y est pas. Micromania, Jouet Club, le jeu il est à 500... Je crois qu'il est à 512 francs, 515 francs. Il n'est pas abordable, on va dire, à un prix grand public. C'est un peu... Je dis pas si c'est une grosse exclusivité Fnac ou quoi, ou une exclusive... Mais le jeu, après, voilà, il passe à 499 dans certaines boutiques. Mais Jouet Club, il est à 500, 519 francs, je sais pas combien, il est extrêmement cher. Donc il faut aller dans un Score Games, où là, tu vas le trouver... à 379 ou quelque chose comme ça à la sortie. Et en effet, voilà, je le trouve Score Games. J'achète le jeu, je revends rien, c'est un jeu que je prends neuf. Et écoutez, ce jeu, je le termine en 3 heures environ. C'est-à-dire que j'ai terminé l'aventure avec Mickey en moins de 2 heures. Et je termine ensuite l'aventure avec Donald. Et je suis surpris qu'en effet, avec Donald, bah, tu peux jouer d'autres parties des stages que tu as déjà fait. Mais voilà, c'est un des jeux que je termine en une journée. Et au niveau porte-monnaie, les gars, aïe aïe aïe, ça fait... Je suis mitigé. C'est-à-dire que je me vois encore revenir de Paris avec mon père qui m'avait amené en voiture du côté de Paris m'acheter ce jeu-là. Et et à l'époque, moi je regardais les magazines pour savoir à quel endroit il était disponible. On appelait au téléphone et j'allais en effet au magasin qui me disait je l'avais. La semaine de la sortie, hein, voilà. Il est sorti début décembre. Et nous, on partait en vacances 2 semaines plus tard pour les vacances de Noël hein, dans la famille. Donc, je voulais récupérer ce jeu pour partir en vacances avec. Et donc, on se retrouve en vacances après avec World of Illusion et puis le Sonic 2. Bon, c'est des jeux qui sont sympas, mais j'ai quand même préféré Sonic 2 largement à mon expérience sur World of Illusion où pour quelqu'un de 15 ans c'est un jeu qui est beaucoup trop facile, beaucoup trop simple, beaucoup plus facile que Castle of Illusion d'ailleurs pour ceux qui ont fait les deux. Mais ça reste un titre marquant de la console que moi de mon côté j'ai prêté à mes sœurs, qu'elles l'ont fait, elles y ont joué avec plus ou moins de succès, elles pouvaient jouer à deux. Je les vois encore s'engueuler en train de jouer à la console pour terminer le jeu à deux. Bah, saute ici, mais non, je t'ai dit de prendre la manette, et vas-y donne-moi la manette, et je vais le faire pour toi, et tout ça. Enfin bon, après quand vous avez des sœurs qui ont une grande différence d'âge, t'en as une qui a 6 ou 7 ans ou 5 ans, bon c'est sûr que voilà, elle galère un peu. Alors, Fatal Fury, voilà, sur Mega Drive. Ça, c'est un jeu durant l'année 93 que je prends au mois d'avril. Je crois que c'est avril 93 ou avril 80. Je crois que c'est avril 93. Il faudra que je revoie les dates. Ou je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et je le prends en fait avant de partir en stage de. D'ailleurs, j'ai même pas la notice. Putain, je suis un peu deg parce qu'au final il y avait les coups dedans. Il faudrait que je chope la notice de ce jeu-là. Et le Fatal Fury, moi j'ai gardé aucun jeu Mega Drive d'époque, hein, je vous le dis hein, dans ma collection, c'est que des jeux que j'ai rachetés par la suite. Et je l'achète en avril 93, si je me trompe pas. Et parce que c'est un pote à moi qui a une Neo Geo.
C'est le seul hein, dans le collège qui a une Neo Geo. Il a Fatal Fury, il a Art of Fighting, et je crois qu'il a Samurai Spirit aussi, où il va l'avoir dans l'année. Et, euh, et moi, en fait, j'ai envie justement de. J'aime bien le jeu, j'aime bien ce jeu, je l'ai vu tourner, j'y ai pas joué. Je l'ai vu tourner, je le trouve impressionnant, et je me dis, tiens, sur Mega Drive, il a l'air pas mal. Et je l'achète à l'aveugle. Et ce jeu, Fatal Fury, je l'achète à la Fnac de Créteil-Soleil. Bizarrement, il est beaucoup moins cher que les autres jeux. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un jeu de combat? Est-ce que c'est parce que c'est un titre qui, on va dire, n'intéresse peut-être pas la plupart des gros gamers? Je ne sais pas. On est en 93, la Super Nintendo est là. Est-ce qu'il ne faut pas vendre des jeux moins chers sur Mega Drive pour vendre encore des jeux? Il y a toutes ces questions qu'on peut se poser vu la politique de la Fnac. Je donnerai pas un avis définitif sur mon expérience autour de justement les produits Mega Drive vendus en 93, mais il y a beaucoup de jeux qui coûtent beaucoup moins cher en 93 par rapport à 92 déjà, où je vous ai dit que déjà vous avez vu le World of Illusion, si tu allais pas chez Score Games l'acheter dans une boutique en gros, il coûtait plus de 479, 499 dans des jouets clubs, etc. C'était extrêmement cher. Fatal Fury, c'est pour moi en fait, le Fatal Fury c'est mon premier... euh, comment dire? C'est mon premier essai vis-à-vis des jeux de combat que moi je possède. C'est-à-dire que Street Fighter 2, je l'ai acheté sur Atari ST. Je l'ai acheté sur Atari ST à Street Fighter 2 et j'y ai joué chez des potes et j'y ai joué en arcade. On avait un café à côté dans lequel on jouait souvent. En effet, d'ailleurs, j'étais au lycée. Je sais pas pourquoi je dis collège. J'étais au lycée, on venait de faire la première année du lycée. Et j'avais terminé le collège en 92. Ce que je veux dire, c'est que mon pote qui avait cette Neo Geo, il nous avait jamais laissé jouer en fait à ces jeux. Il nous montrait, etc. Il avait une manette ou deux, je sais plus, mais je crois qu'il avait deux manettes, hein, mais on n'avait pas le droit d'y jouer quand il nous invitait. Donc moi j'ai découvert Fatal Fury chez moi, et bien, c'est un titre que j'ai adoré sur Mega Drive. Alors tout de suite, voilà, quand tu parles avec tes potes une fois au lycée, tu leur dis ouais j'ai acheté Fatal Fury, il est pas mal, tout ça, ceci, cela. Ils me disent ah t'as une Neo Geo? Je dis non j'ai une Mega Drive. Et en fait les gars ils disent oh tu l'as sur Mega Drive, il doit pas être terrible et tout ça. Bah détrompez-vous, sur Mega Drive, Fatal Fury les gars il est vraiment très très bon. Pour ma part j'ai adoré. C'est-à-dire que la vitesse de jeu elle a été optimisée. En effet, si tu joues sur Neo Geo, les sprites sont plus grands, mais c'est heureusement qu'ils sont plus grands. Le jeu il a 1800 balles. Et à un moment donné, entre 399 francs et 1800 francs, bien sûr que oui, il doit avoir quand même une différence sur la finalité, la finition voilà, du jeu. Mais on retrouve tous les persos, on retrouve les coups. Bon, sincèrement, après, je trouve que musicalement, on est très loin de la Neo Geo. Voilà, on est très très loin, faut pas se mentir. Mais ça reste vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire, je trouve, pour la Mega Drive. Alors, il existe Fatal Fury 2 sur la version US et la version japonaise de la console. Il n'est pas sorti chez nous. Je pense qu'on n'était peut-être pas le public, comment dire, favorisé pour ce genre de jeu. Peut-être qu'ils ont favorisé également la Super Nintendo plus que la Mega Drive, parce qu'il est arrivé sur Super NES, hein, le Fatal Fury 2, peut-être pas tout de suite, il a mis un peu de temps, mais il est arrivé. J'ai joué en version US, j'ai joué en version Super Famicom. Tout le monde sait que Fatal Fury Special c'est un hit de chez Hit, hein, sur la Super Famicom il est exceptionnel, même musicalement il est exceptionnel. Sur Mega Drive le petit problème qu'il a, c'est un petit problème, c'est la manette. Hein, trois boutons, etc. Vous connaissez l'histoire. Et il faudra attendre. Alors même si Fatal Fury, attention, Fatal Fury, c'est largement jouable avec trois boutons. C'est-à-dire que les séquences où tu changes de plan, tout ça,
c'est largement gérable. On n'est pas dans la situation d'un Street Fighter 2 ou d'un Mortal Kombat où il y a les points, les pieds, il faut changer. Là, on va dire que point fort, y a coup moyen, coup faible et coup fort, c'est largement jouable. Et regardez même les décors derrière, et vous avez les changements également de météo. La nuit, le jour, l'aube, la pluie, et puis la météo ensoleillée. Enfin, ils ont repris ce qu'il y avait sur Neo Geo de façon assez correcte. Hein. Alors il y a moins de monde à l'écran derrière qui sont supporters au niveau des combats. Mais moi j'ai adoré. Et j'avoue, hein, je vous le dis, j'ai eu du mal à convaincre mes potes que c'était un bon jeu. C'est simplement quand ils sont venus le voir et y jouer chez moi, ils ont dit ouais le jeu il est pas mal, il est vraiment bien. Mais tous les gens qui voyaient les photos dans les magazines pour la Mega Drive, ils se disaient non, laisse tomber, c'est la version Neo Geo, c'est l'arcade, c'est pas... Mega Drive, ils ont dû faire un truc en dessous. Voilà. Mais au final, le jeu était vraiment très bon. Alors, Alien 3, grosse surprise. Très très grosse surprise. Excellent titre. C'est un jeu où tu ne penses absolument pas prendre autant de plaisir à jouer, autant de fun. Moi, j'ai rarement acheté des jeux à l'aveugle parce que j'adore en fait le film ou quoi. Alien 3, alors Alien 3, c'est Arena Studio Entertainment qui avait fait le jeu. Et bizarrement, sur le côté de la jaquette, c'est vierge en fait. Il n'y a pas marqué Alien 3, c'est que devant. Et je peux vous dire que c'est pas une erreur. Pardon, c'est pas une erreur d'inscription, c'est qu'à l'époque, moi, le jeu que j'avais acheté, déjà, il y avait ce problème-là. Alors, il y a peut-être ils ont eu un problème en offset quand ils ont imprimé les jaquettes, et en effet, ils ont fait des tirages à la noix. Alien 3, si vous l'avez pas fait, il est vraiment très très bon. C'est-à-dire que vous avez la version Super Nintendo, qui est un Metroidvania, clairement. Et vous avez la version Mega Drive qui est un run and gun avec de la recherche également, où il y a quand même plus d'action, et où on doit sauver des prisonniers qui sont en train de mourir face aux aliens qui ont pondu des œufs dans leur corps. Hein, voilà. Alors Alien 3, si vous l'avez vu, il y a un seul alien dans la prison. Là, on est ambiance Aliens, le retour, avec énormément d'aliens à l'écran. Et on va dire que si vous aimez justement ce qui n'a pas été fait dans Terminator par Virgin Games, parce qu'il faut dire que Virgin Games et Terminator, c'est un gros fail énormissime pour la console Mega Drive avec 15 minutes. C'est un jeu qui dure 15 minutes, je sais pas si vous imaginez. Alien 3, c'est tout ce qu'on aurait aimé dans un film Terminator. Bien sûr, il y a des aliens, donc voilà. Mais il y a les flingues, il y a les bazookas, il y a les lance-grenades, il y a... Enfin, ce que je veux dire, lance-flammes. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait tellement adoré, en fait, un jeu Terminator aussi réussi que le Alien 3 de la Mega Drive. Alors, on reprend tous les environnements qu'il y a dans le film, en les décuplant, et franchement, les animations sont exceptionnelles, les sons... les rafales qu'on peut entendre avec les balles qui fusent, les explosions, c'est extrêmement bien foutu. Je trouve que d'un point de vue sonore, la Mega Drive se mêle extrêmement bien à tout ce qui est basse et gun dans les jeux comment dire, les jeux d'action. Extrêmement bien foutu. Alors ce jeu, il faut savoir qu'il existe également sur la NES de Nintendo, c'est le même. Alors bien sûr moins bien fait. Il existe sur Master System. Il existe également sur... je crois qu'il existe... Il y a même une version Commodore 64 qui existe, je crois. Ils ont fait une version Game Gear aussi. Et il n'y a que la version Super NES qui est une version totalement différente, on va dire. Voilà. Et moi, c'est un jeu que je vous conseille si vous l'avez pas fait. C'est du fun, c'est de la réflexion, c'est des labyrinthes, c'est de l'amusement. Alors, on peut pas jouer à deux. Vous me direz, ouais, se passer à la manette, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais ils auraient peut-être pu
moi je sais pas, rajouter un ou deux personnages avec Ripley, parce que dans le film, elle est pas toute seule en fait avec ceux qui combattent l'alien. Donc ça aurait pu être marrant que, comme dans Lost Vikings, on mette, vous savez, un personnage qui peut ouvrir des portes et un autre qui a le flingue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu avoir des phases où justement on protège son collègue des aliens, etc. Bon, c'est une idée que je donne, hein, mais le jeu est sorti il y a des années. Mais voilà, moi il a fait partie de ma collection et quand j'ai racheté une Mega Drive, je vous dis, j'ai racheté une Mega Drive autour de 2015, je crois, 2015. euh, il fait partie des premiers jeux que j'ai rachetés. Il me fallait Alien 3, il me fallait Moonwalker, il me fallait tous ces jeux FIFA Soccer, Sonic 1, Sonic 2. Et un autre titre que je vous montre tout de suite. Voilà, un autre titre que je vous montre tout de suite avec ce fameux Virtua Racing. Virtua Racing, je crois que je l'ai en 94. Et c'est un titre bah, qui fait concurrence sur la fin de la Mega Drive à la Super Nintendo. Et je crois que j'y joue encore quand la PS1 est là avec Wipeout ou tout ça. Je trouve mon compte en fait, c'est un jeu qui me fait plaisir, c'est un jeu que j'affectionne et bah, que j'apprécie beaucoup, hein, surtout pour les time attack, pour l'esprit arcade, parce que ce jeu-là en arcade, quand vous mettiez une pièce de 10 francs pour y jouer dans le siège baquet, les parties duraient moins de 2 minutes ou 1 minute 30, ça allait très vite. L'intérêt c'était de jouer à plusieurs. Voilà, on se dit tiens, on va jouer avec 2-3 potes et on va jouer rapidement. Et là sur Mega Drive, tu peux jouer pendant des heures. Tu peux jouer pendant des heures au titre et franchement, bah, le kiff que c'est de retrouver. Bah, il y a moins d'animation à l'écran. La cartouche est boostée à mort pour pouvoir tourner sur la Mega Drive, mais dans mes souvenirs, quand je l'ai, moi je suis impressionné. C'est-à-dire que on jouait, il faut dire, hein, sur une télé de 40 cm ou 38 cm, une petite télé qu'on avait. À un moment donné, je suis passé à une télé un peu plus grande, à 45 cm, je crois, un truc comme ça. Mais pour vous dire, euh, on m'avait dit que le jeu était bien réussi sur Mega Drive, hein, les animations, la fluidité, et j'ai été encore plus surpris de l'avoir en main. Ça m'a fait le coup avec, vous savez, ces fameux jeux qu'on a vus en photo pendant des années sur la Neo Geo dans les magazines Tilt avec Mutation Nation, Last Resort. Il n'y a que quand vous l'avez en main et que vous y jouez que vous comprenez en fait la puissance du titre. Vous voyez ce que je veux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je pense que les gens également, la première fois qu'ils ont joué à Earthworm Jim, au niveau du jeu de plateforme, même en l'ayant vu dans les magazines en photo, ils se sont dit ouais, c'est quand même un jeu exceptionnellement bien animé, bien foutu, etc. Et Virtua Racing, pour moi, ça, je me suis dit merde. Moi, j'avais mis la Mega Drive de côté pendant un petit moment, hein. On est quand même. Je crois que je l'ai en été 94. Voilà, septembre ou août 94 par là. Moi je suis à fond sur la Super Nintendo, c'est-à-dire que voilà, des titres comme Fatal Fury Special, on a joué à F-Zero, on a joué à des Pilot Wings, on a joué à. Enfin, je veux dire, on a fait énormément de jeux en mode 7, Mario Kart, tout ça, et Virtua Racing pour moi, musicalement, il est vraiment très réussi, je trouve, sur la Mega Drive. Je vous dis les gars, essayez d'y jouer avec la prise jack branchée sur enceinte de chez Nifi, c'est exceptionnel. La Super Nintendo, et il n'y a pas plus tard que avant-hier, et hier j'ai joué, écoutez, à Axolay avec des enceintes stéréo branchées à la télé, exceptionnel. On redécouvre en fait les sonorités parfois d'accélération, d'explosion, et puis de musique symphonique, mélodique. Alors là, bien sûr, c'est un peu plus énervé, mais je trouve que l'ambiance arcade est bien retranscrite sur la Mega Drive. Alors bien sûr, il y a pas de volant qui a été vendu pour le jeu. C'est peut-être, enfin,
Je sais pas si un volant aura rajouté quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais la manette, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs vues disponibles. Graphiquement, ça va vite. Je trouve que par rapport à la version 32X qui n'apporte pas grand-chose, la version Mega Drive, elle est largement suffisante. Il faudra peut-être attendre une version, vous savez, sur la Saturn, de la version arcade pour avoir un jeu exactement comme sur les bornes. Mais on n'aura toujours pas le siège baquet parce que les jeux de Sega comme Daytona USA, comme Sega Rally, l'important en fait c'est justement l'expérience arcade. Et bon là on n'a pas forcément beaucoup de circuits. On aura Ridge Racer qui va arriver un peu pas si longtemps plus tard hein, sur la PS1 où au final on aura également un circuit rafistolé à droite à gauche. Mais moi j'ai été extrêmement content, j'y ai joué pendant longtemps, je l'ai gardé jusqu'à la fin de ma collection Mega Drive à l'époque, vers 98, je l'ai gardé, j'ai adoré. Et puis s'amuser à battre ses temps, voilà. Parce qu'à l'époque, nous sur Atari ST, on avait eu Vroom, et il est passé sur Mega Drive avec F1 de Domark, qu'il a adapté. Mais le Virtua Racing, c'est toute l'expérience arcade à la maison et voilà, c'est un kiff. C'est un kiff à l'époque. C'est pas question que graphiquement ça a vieilli ou quoi. C'est que à l'époque, dans le contexte où il sort, le jeu il est très très bon sur la Mega Drive. Et il faut savoir que le jeu a été vendu par Sega à perte au niveau de la puce, des composants dans la cartouche, qui coûtait plus cher que à la fabrication que à la vente. C'est un produit qui était fait pour le marketing plus que pour la rentabilité. Alors, Aladdin Mega Drive, ben, tu ne présentes plus le jeu parce qu'au final tout le monde le connaît. Aladdin Mega Drive, c'est un titre voilà, que vous avez tous eu, que tout le monde a eu, c'est-à-dire que dans, dans mes souvenirs, c'est un truc de dingue parce que les gens font la queue à Continent, à Carrefour, dans les supermarchés pour avoir le jeu. C'est-à-dire on va faire ses courses de Noël et on met dans son caddie, on met Aladdin. C'est-à-dire que le film au cinéma, le jeu vidéo sur la Mega Drive et pas la Super Nintendo, hein, parce que les gens, ils veulent premièrement avoir ce titre-là avec la meilleure version. À l'époque, la meilleure version, point final, c'est la Mega Drive. C'est-à-dire que graphiquement, point de vue animation faite par les studios Disney et Virgin, David Perry, hein, qui s'est occupé du titre, c'est un des plus beaux jeux de la Mega Drive, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez comme référence World of Illusion, vous aviez également Castle of Illusion et tous ces jeux-là. Quackshot, au point de vue des animations, c'est pas une référence. On est plus avec Cool Spot dans la référence. Il faut savoir que ce jeu, il arrive un an avant Earthworm Jim. Le livre de la jungle également a été repoussé de 6 mois pour que ce jeu puisse sortir. C'est un succès énormissime. Énormissime. La programmation a mis 8 mois pour sortir le titre sur la console Mega Drive. Il y a eu un matraquage merchandising marketing énormissime. Nintendo et Capcom, quand ils ont vu au salon du jeu vidéo durant l'été les prémices du Aladdin Mega Drive sur les premiers stages et les animations, ils se sont déjà portés défaitistes vu le jeu que Capcom allait développer et ils se sont remis au travail pour ressortir un jeu, pour essayer de sortir un jeu qui allait concurrencer la version Mega Drive. Alors ils y sont, moi je pense que sur la fin, ils y sont pas forcément arrivés dans la globalité, mais ils ont amélioré, je trouve, sur la Super Nintendo le gameplay pour le rendre plus accessible à un public plus jeune. C'est-à-dire que sur Super NES, le jeu est clairement axé pour les enfants. C'est un jeu qui se finit en une demi-heure assez facilement. Aladdin Mega Drive,
il est extrêmement long, extrêmement ardu. Si tu veux prendre ton temps, ramasser les items, il est vraiment pas facile. Même au niveau séquence du level design, c'est assez ardu les premières fois que tu joues. C'est pas un jeu comme chez Capcom où en effet tu vas mettre 2 jours pour le terminer, hein, voire une journée tu vas le mettre pour terminer. Vu que le jeu il est pas très long, il faut savoir que Capcom à l'époque quand ils ont sorti le titre, ils voulaient sortir également le jeu pour les vacances de Noël sur Super Nintendo et ils ont amputé le jeu de 2-3 stages pour le sortir à temps. C'est-à-dire qu'à la base, Aladdin sur version Super Nintendo était un peu plus long. Et vous voyez qu'à partir du niveau où il y a Jasmine au milieu du dessin animé qui se promène avec Aladdin et ramasse les rubis, le jeu passe directement à la fin. Ils ont enlevé pas mal de passages pour pouvoir sortir le jeu pour les fêtes de Noël. Alors que Virgin et Disney, ils ont eu tout le temps, parce qu'ils se sont pris largement à l'avance, et ils n'ont pas dû refaire les séquences parce qu'ils étaient largement en avance au niveau des animations et de la perfection de ce qu'ils voulaient retranscrire à l'écran. Capcom, quand ils ont vu le jeu de Disney, ils ont dit bon, on va se calmer, on va essayer de refaire nos animations et tout. Et vous voyez que sur Aladdin Super Nintendo, c'est extrêmement raide. Il y a beaucoup moins de décomposition au niveau des images d'animation. Bon, tout ça après, pour faire cette comparaison qui peut durer des heures hein, pour certains qui n'ont pas forcément connu la sortie d'Aladdin en 93 sur la Mega Drive, il faut savoir que le jeu est disponible avant la version Super Nintendo dans les supermarchés et puis les boutiques indés. Il est déjà beaucoup plus difficile pour un fan de la Super NES de trouver le Aladdin Super Nintendo. Il apparaît plus au mois de janvier qu'au mois de décembre hein, dans les boutiques. Et puis, surtout, il coûte beaucoup plus cher. Aladdin Super Nintendo coûte 500 francs, voire plus. Et le Aladdin Mega Drive 349 francs. Prix, conseillé, comme ils aimaient bien dire. Et même parfois, vous alliez justement dans ces supermarchés, il était à 299 francs. Donc, il y a quand même 200 francs d'écart hein, pour les budgets des familles. Les gens mettent dans leur caddie un Aladdin avec leurs courses. Voilà. C'est-à-dire que tu veux pas forcément acheter un jeu vidéo à ton enfant, et ben tu l'achètes parce que c'est la hype. Matraquage publicitaire, matraquage au cinéma. Tout le monde a vu Aladdin, même les adultes ont vu Aladdin au cinéma. Et pour ma part, c'est pas un jeu que moi j'achète tout de suite. Moi je me souviens l'avoir acheté autour de février d'occasion parce que j'avais d'autres choses au niveau du budget en tête. Mais quand je mets le jeu pour la première fois, j'ai vu encore une fois le jeu tourner dans les supermarchés, je l'ai vu en photo, je l'ai vu dans MicroKids. Je mets le jeu, il me fait le même effet que m'a fait, vous savez, Street of Rage la première fois que j'y joue. Et je me dis, maintenant, ce qu'ils ont fait, les animations, les musiques, c'est-à-dire que je suis impressionné par la progression de la console par rapport aux nouveaux produits qui sortent. Et je m'attendais pas forcément à ce que le jeu soit aussi bien réussi. C'est-à-dire que par exemple, dans les démos que nous on a vues, on voit pas forcément tous les niveaux. On voit pas forcément, on n'entend pas toutes les sonorités, mais quand en effet on a la manette en main, on est bluffé parce que la Mega Drive a pu produire. Voilà. Et ça, en effet, ça retarde encore l'échéance de se dire je vais vendre ma Mega Drive. Parce que moi, comme je vous ai raconté au début de la vidéo, à un moment, en été, fin d'été 92, j'aurais fait l'erreur d'échanger ma Mega Drive contre une Super NES et ça s'est pas fait parce que les jeux se reprenaient pas assez cher, tout ça. Mais j'aurais pas pu acheter donc ce Aladdin avec le temps, ni jouer à des superbes jeux qui sont arrivés après. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez hein, par rapport à l'histoire des guerres des consoles Super NES Mega Drive. En 93, c'est la Mega Drive qui domine le marché au niveau des titres forts. C'est plus vers 94 où en effet là,
ça commence à vriller, ça commence à changer. Mais 93, la Mega Drive, au niveau des jeux forts, est devant la Super Nintendo pour le gameplay, les titres du cinéma, les titres également au niveau des animés, et Disney. Voilà, Disney pour les enfants, c'est génial. Les shoot'em up, c'est meilleur sur Mega Drive en 93. Il y a énormément de shoots déjà depuis des années. Les beat'em all sont meilleurs sur Mega Drive également, parce que Final Fight, je peux pas y jouer à deux. Street of Rage 1 et 2, voilà, c'est exceptionnel. Rival Turf, ça n'a pas été une grande franchise en Europe, même si c'est un bon jeu, hein, attention, c'est un très bon jeu. Mais 93, la Mega Drive est toujours devant, sur plusieurs jeux. Voilà. Après, je vous dis, attention, 94, ça a commencé à être différent pour les gamers qui vont être impressionnés par ce qui va se passer du côté de la Super NES. Mais on est vraiment dans la guerre des consoles. 93, c'est le sommet de la guerre Sega-Nintendo. Alors, voilà, je veux pas forcément vous faire une vidéo trop longue. Donc, on va passer directement au dernier titre, voilà, que je voulais vous proposer dans ma sélection de jeux qui m'ont marqué durant l'année 93. Fin 92, début 93, qui m'ont marqué, hein, sur la console. Bien sûr, il y en a que j'ai mis de côté. Il y a des très bons jeux là, dont je vous ai pas parlé. Moi, j'ai adoré Monaco Grand Prix 2. Au niveau du time attack, je vous ai parlé dans la première partie du NHL. NHL 94 également. Ça, c'est un de mes jeux de cœur, mais je vous ai parlé déjà de NHL EA dans la première partie. Je voulais pas faire un peu de redondance avec ce NHL 94 qui est pour moi le meilleur jeu de NHL de hockey sur glace sur la console. Voilà. Et pour dire, flashback les gars, moi à cette époque-là, j'ai plus de lien en fait avec les gens qui me font des copies sur Atari ST, Amiga. Alors je sais que sur Amiga, Flashback il sort. Moi de mon côté, j'achète plus de jeux, hein, sur Atari ST. Déjà Another World, je l'avais eu en copie. Voilà, pour vous dire, Another World, c'est pas un jeu que j'ai acheté. J'ai rarement acheté des jeux déjà sur Atari ST, j'en ai acheté quelques-uns au tout début. J'avais acheté Epic, j'avais acheté Grand Prix de Microprose. Moi je suis fan de Formule 1 au niveau de la conduite, hein. Moi, j'aime pas regarder en fait, c'est comme le ping-pong. Voilà. Moi je déteste regarder les gens jouer au ping-pong, ça m'intéresse pas. Moi c'est jouer, voilà. La vitesse pour la Formule 1, les courses de voiture, j'adore. Et j'avais acheté donc ce jeu sur Atari ST, Microprose Grand Prix, après voilà. Mais j'ai acheté très peu de jeux sur Atari Amiga. Maintenant il y a Flashback qui sort à un moment où moi j'ai la Mega Drive. Et Flashback, encore une fois, moi je sais pas forcément quand est-ce qu'il sort en boutique, parce que je suis pas intéressé par l'achat du jeu. C'est-à-dire que moi je voulais Street of Rage, je voulais donc, comment dire, Sonic, tous ces jeux-là, mais j'ai pas eu l'envie en fait de prendre Flashback au début. Alors vous me direz, ouais, c'est peut-être surprenant parce que Flashback c'est un des meilleurs jeux Mega Drive. Mais quand à l'époque vous avez 15 ans ou 14 ans, je peux vous dire que vous voulez à tout prix les jeux qui ressemblent aux versions arcade et pas aux versions ordinateur. Dans le sens où on va pas acheter Populous, on va pas acheter Another World, on va pas acheter également voilà, des titres en point and click adaptés sur la Mega Drive. Voilà, c'est-à-dire que on achète une Mega Drive pour les exclusivités. Et au niveau des exclusivités, t'as des jeux sympas dans le passé qui sont arrivés sur Atari, Amiga, qui sont pas arrivés sur la Mega Drive, et inversement. C'est-à-dire que je vais pas acheter par exemple, si Castle of Illusion était sorti sur Atari ST et qu'il aurait été aussi bien, ce qui est impossible,
que sur Mega Drive, j'aurais pas acheté de Mega Drive pour jouer à Castle of Illusion, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Même si, voilà, moi j'ai acheté une Mega Drive pour jouer à Street of Rage en premier, hein, c'est le beat'em all, quand vous voyez ce qui avait été fait sur micro-ordinateur, voilà, tu comprends d'où on vient. Et voilà, pour faire ce préambule au niveau de la mentalité que nous on a acheté une console pour jouer à des exclusivités. Cela dit, voilà, Flashback, il est, il est exceptionnel. C'est-à-dire que Delphine Software, qui avait fait dans le passé des titres comme Les Voyageurs du Temps, Opération Stealth, Croisière pour un cadavre, tous ces jeux-là, sincèrement, en fait, Flashback, il arrive à un moment où il y a beaucoup de jeux bourrins sur Mega Drive. Voilà, vous connaissez la Mega Drive, hein, c'est de l'arcade, c'est de la puissance, c'est de l'action, du run and gun, des shoot 'em up. Et Flashback, il apporte une subtilité que la console n'a pas. Dans le sens où avoir un personnage qui reprend les films de science-fiction, un peu à la Running Man, un peu à la Total Recall, il n'y a pas ce genre de titre. Alors tout à l'heure on avait parlé de Terminator, Alien 3, vous voyez comment ça finit. Il y a des bestioles qui explosent, il y a des monstres qui volent dans tous les sens. Si vous voulez, on n'imagine pas Flashback finir en Altered Beast à un moment donné, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et on achète Flashback pour l'intelligence que nous demande ce titre-là. On sollicite notre intelligence pour une des premières fois sur Mega Drive. Alors je parle pas des jeux de réflexion comme Tetris, comme Volfeed, comme Populous, tout ça, mais il y a une façon de voir le jeu d'action complètement différente. Pour moi, en fait, ce titre-là, quelque part, il apporte ce que le point and click des Voyageurs du Temps n'a pas pu apporter. Un peu plus de scènes d'action, un peu plus d'intensité. Et je le prends d'occasion, le Flashback. Je l'achète pas à la sortie en neuf. Alors, je l'avais raconté, mais quand tu as la version US à l'intérieur, tu as une petite bande dessinée qui t'explique le préquel du jeu. C'est-à-dire que dans l'histoire d'origine, Paul Cuisset et Eric Chahi et ses collaborateurs voulaient faire un jeu sur la mafia, sur le FBI, la CIA, des gens infiltrés justement dans un réseau. Et à la fin, le jeu est devenu un storyboard de science-fiction avec l'histoire de, je crois qu'il y a une histoire de président qui est un alien ou enlevé par les aliens, je sais plus quoi. Et en fait, dans cette petite bande dessinée dans la version US, que nous on n'a pas dans la version européenne, on a tout ce préambule en fait, toute cette préquelle à ce jeu-là. Alors moi ce que j'aimerais, j'ai déjà dit, mais j'adorerais que Luc Besson ou des grands réalisateurs achètent la licence des Voyageurs du Temps, de Flashback, et nous fassent un film. Alors ça peut se rapprocher des films comme Le Cinquième Élément à la fin au niveau des scénarios, mais je crois que Flashback il a un potentiel énormissime pour finir au cinéma. C'est-à-dire que on a pour la première fois dans un jeu Mega Drive une réalisation qui est digne d'un grand film blockbuster américain. On a plein de petites dédicaces à différentes scènes de films ayant existé. On est quand même. Alors, je crois que Total Recall, c'est pas à peu près la même époque, même si ça doit être. Il y avait True Lies un peu plus tard également. Alors, Total Recall, ouais, c'est peut-être la même époque. Mais il y a beaucoup de ressemblances avec les films qu'on a au cinéma avec Schwarzenegger, par exemple. Et puis, les films comme Terminator où il y a des petites dédicaces à certains moments avec la tech noire, le bar de nuit, etc., dans la ville du futur. Enfin, il y a des petites choses qui sont rajoutées au niveau du scénario plus on avance dans l'aventure. Les animations, si on peut en parler rapidement, les animations à la Prince of Persia, même l'animation du ventilateur qui tourne, regardez.
C'est extrêmement bien foutu. Ils ont rajouté des séquences d'animation en long et en large pour les ennemis, pour les décors, accessoires dans le décor, ce qui n'a pas été fait forcément dans beaucoup de jeux dans le passé, c'est-à-dire qu'en général on privilégie premièrement l'animation du personnage principal, et dans Prince of Persia par exemple, tout ce qui est autour, mis à part le feu sur les petites bougies, les torches pour illuminer les décors, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Mais Delphine Software et Paul Cuisset sont passés à un autre stade au niveau réalisation, avec également l'utilisation de transports pour changer en fait de section avec le métro. Ça avait été le cas déjà dans les Voyageurs du Temps sur Atari ST et Amiga pour ceux qui l'ont fait. Il y a également voilà comment dire, des petites chutes dans le scénario où on apprend des choses, des rebondissements. Là, il y a ce passage où ça rappelle Total Recall avec le scan de la mémoire. Franchement, le jeu est extrêmement bien ficelé. Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, qu'on nous fasse un remake de ce titre-là avec les graphismes d'aujourd'hui. Alors, pas de la 3D polygonale comme la PS1 pouvait le faire avec Fade to Black. Fade to Black, j'ai fait la suite. J'ai dû le terminer en 2-3 jours, le temps de comprendre comment la 3D réagissait et réagissait mal. Donc il y avait Nicolas Perret qui en avait parlé d'ailleurs. Ils n'avaient pas eu forcément le temps pour faire ce qu'ils avaient envie de faire et ils maîtrisaient pas bien, maîtrisaient pas bien la 3D, donc il y a eu des soucis. Mais moi en tant que fan de Flashback, moi j'avais bien aimé Fade to Black. Je l'ai terminé, je l'avais gardé. Dans ma collection PS1, je l'ai racheté. J'ai la version classique. Bon voilà, Platinum, parce que je me dis toujours que dans les versions Platinum, à un moment donné sorties sur PS1, il y a des choses qui ont été corrigées, ce qui est le cas pour certains jeux, pas tous. Mais Fade to Black, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément aimé le titre. Moi, en tant que fan de Flashback, bah, j'ai adhéré. Alors après, au niveau réalisation, c'est vrai que par moment, en fait, Flashback, Mega Drive et les petites séquences animées sortent de l'Amiga et de l'Atari ST. Pour de la Mega Drive, les séquences animées auraient pu être améliorées. C'est-à-dire que Another World, ça a été le cas. Il y a eu des discussions entre un Interplay et puis Eric Chahi à l'époque pour améliorer le titre adapté sur la Super Nintendo et la Mega Drive. Ils n'ont pas eu un accord à 100% au niveau de ce qu'il voulait faire, et du coup déjà Eric Chahi ne voulait pas que son œuvre soit galvaudée par quelconque cinématique ou remasterisation de son titre. C'est bien dommage parce que Another World, c'est un jeu qui est un peu léger pour de la Mega Drive, faut dire. Flashback, on peut pas dire ça, on peut pas dire que ce qui sauve le titre, non, c'est pas ça. Ce qui améliore le titre dans l'inconscient des gens, c'est la durée de vie, le jeu est extrêmement long, et la variété des ennemis, la complexité du scénario. Tout ça fait que le jeu a marqué les gens. C'est pas un Prince of Persia tout simple, c'est pas un run and gun tout simple où tu ramasses, t'avances, tu cherches des clés, machin. Non, c'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ça. C'est tout un environnement, toute une atmosphère. La musique est très calme. Il y a seulement la musique des robots, la musique du lieu dans lequel tu te trouves, suivant les scènes. Ça évolue. Alors ça peut rappeler parfois Another World. C'est vrai que c'est un peu dommage que graphiquement, parfois, il n'y ait peut-être pas ces effets de zoom. Alors il faut savoir que sur Amiga, il y a des effets de zoom qui ont été tentés. Mais malheureusement il y a eu quelques bugs au niveau réalisation et ça n'a pas été exploité comme le réalisateur aurait voulu. Mais il y avait ce projet d'agrandir le sprite à certains endroits de l'aventure. Voilà. Donc voilà, on va terminer donc
notre petite aventure Mega Drive sur l'année 93 et fin 92 avec Flashback, qui pour moi a été un des grands jeux que j'ai pu connaître, même si au final, j'aurais aimé pouvoir, on va dire, voilà, le connaître un peu plus tôt. C'est-à-dire que je le connais à un moment donné où le jeu il est déjà sorti depuis un moment, et en effet il y a beaucoup de jeux Mega Drive qui sont déjà sortis et on ne sait pas trop à quoi jouer, c'est compliqué. Mais pour moi 93 c'est l'année en effet où je vais commencer à passer à la Super Nintendo, surtout décembre 93 avec des jeux comme Samurai Spirit, Super Empire Strikes Back en Super Famicom, Zombies, enfin tous ces titres-là. J'en oublie plein, mais justement, je vous ai fait et je vais vous faire, suivant quand est-ce que vous avez vu cette vidéo ou pas, une partie sur la Super Nintendo et des jeux que j'ai pu avoir et qui m'ont marqué. Notamment les beat'em all arrivent enfin sur la Super NES avec de la qualité comme Battletoads Double Dragon et puis Final Fight 2. Et puis également, on va avoir les Rival Turf 1, 2 et 3, Rushing Beat en Super Famicom qui vont être exceptionnels. Les adaptations de Takara avec, donc je vous ai dit, Fatal Fury Special, Samurai Spirit, l'Art of Fighting. On va avoir également, j'en oublie plein, hein, les World Heroes. Alors World Heroes, bon, ils existent hein, sur la version de Genesis de la Mega Drive US. World Heroes, pour moi, ça n'a jamais été des jeux exceptionnels. Mais il y a également Fighter's History, il y a Street Fighter 2 Turbo qui va arriver, que je vais prendre sur Super Nintendo pour la manette. La Mega Drive, je vais vraiment la mettre de côté, même si elle est très bons jeux de plateforme Disney qui arrivent avec le temps également. Voilà, bon les gars, je vous dis merci hein, pour avoir regardé donc cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut à tous, et puis profitez de votre console les gars. Allez, ciao ciao. Let it hit 'em, 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 let it hit 'em.